Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu pour cette première conférence. Les soins énergétiques et thérapeutiques, c'est le thème de cette conférence. Et donc nous sommes 4 personnes à intervenir. Moi-même, je vais commencer, après une brève présentation, de vous parler des chakras. Parce on entend beaucoup de choses sur les chakras, mais on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Pour la deuxième partie, on va parler de tout ce qui est en relation avec le quantique, surtout tout ce qui concerne la neurostimulation. Troisième partie, Nathalie Foroche va nous parler de tout ce qui concerne l'exologie plantaire. Et elle va nous parler aussi de l'hypnose. Donc moi c'est Emma Saber et donc je me présente un petit peu, peut-être que ça vous intéresse de savoir qui je suis. Donc après l'obtention d'un doctorat en lettres modernes, en lexicologie, j'étais formatrice pendant plusieurs années de ma vie, pendant plus de 20 ans. En langue française, et j'ai accompagné durant cette période des publics allant des débutants jusqu'aux personnes des candidats au concours administratif. Et cela fait 8 ans que je me suis dirigée vers des techniques énergétiques ainsi que des soins qui permettent d'observer la globalité du corps. Parce que tout fonctionne en interaction à l'intérieur de notre corps. C'est ce qu'on appelle les thérapies holistiques. D'avoir une vision globale des choses, une approche globale. Et je pratique la réflexologie plantaire et le Reiki dans le but d'accompagner les personnes afin qu'ils puissent trouver leur équilibre. Je donne également des initiations de différents degrés. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je commence Donc la première partie, on va parler des chakras. Alors une grande partie des thérapies et des soins énergétiques sont en relation avec les chakras pour la régulation des déséquilibres au niveau corps-esprit. Tout d'abord, je vais vous donner la définition du mot chakra. Ensuite, je vous parlerai des 7 principaux chakras, leurs caractéristiques et leur représentation, tout en vous donnant des affirmations qui peuvent être utilisées pour charger chacun de nos chakras. On va voir en quoi ces affirmations sont importantes. Pourquoi je vais parler de ces affirmations pour chaque chakra. Pourquoi je pensais que c'était important d'en parler. C'est qu'avec l'avancée de la science quantique, les chercheurs et les physiciens quantiques se mettent en lien avec des thérapeutes et des médecins pour évoquer la thérapie informative. Ça fait partie des dernières recherches qui sont en cours actuellement. C'est-à-dire l'importance des informations qu'on donne à nos cellules, car celles-ci interagissent réellement avec ces informations, c'est-à-dire le corps absorbe les informations qu'on lui donne. Ce qui contribue à nous retrouver dans un meilleur état de santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, etc. Et l'épigénétique nous démontre que nous avons même la possibilité d'agir sur notre ADN afin de retrouver notre champ énergétique initial. Alors, pour tout ce qui concerne l'épigénétique, la science informative, la quantique, etc., on peut parler par exemple des personnes. J'ai vu tout à l'heure un livre de Deepak Chopra, il me semble, qui a écrit Le corps quantique. Donc on peut parler de Dr Deepak Chopra, de Greg Braden, de Dr Joe Dispenza, qui fait pas mal de stages dernièrement à Paris, qui a fait pas mal de stages, d'Anthony Robbins, d'un grand scientifique de notre époque qui s'appelle Nassim Haramein. On peut parler aussi de Philippe Guimand, qui a écrit La route du temps et c'est un physicien qui parle de la synchronicité. Donc il y a pas mal de références si vous avez besoin d'avoir plus de connaissances dans ces domaines-là.
Et à la fin, je mettrai les mots. Alors, qu'est-ce que c'est que le chakra? Le chakra vient du sanskrit signifiant roue, roue d'énergie ou vortex. La science des chakras a été étudiée depuis des millénaires par les anciennes écoles spirituelles, les yogis hindous, tibétains et taoïstes. Les 7 principaux chakras se trouvent le long d'un axe vertical situé sur le devant du corps et présentent une très grande importance pour le fonctionnement du corps physique et des corps subtils. Ils sont en étroite corrélation avec le corps énergétique. Dans le système humain, les chakras reçoivent, transforment et distribuent les différentes fréquences énergétiques aux divers organes du plan du corps physique et du corps subtil afin de les maintenir ou les développer. Ils sont plus denses que l'aura. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'aura, la couche extérieure. Donc ils sont plus denses que l'aura, mais moins denses que le corps physique. C'est entre les deux. Ils sont tous reliés au canal énergétique le plus important appelé Sushumna, lequel monte à l'intérieur de la colonne vertébrale et continue en traversant la tête jusqu'au dernier chakra, qui est le centre coronal. Ils interagissent avec le corps physique à travers le système endocrinien et le système nerveux. Les chakras suivent toujours un mouvement rotatif, soit orienté vers la droite, soit orienté vers la gauche. Chaque chakra résonne sur une fréquence énergétique différente et correspond à une zone organique qui lui est propre. Donc le chakra alimente les 3 dimensions du corps physique, énergétique et du corps subtil. Les chakras représentent non seulement des zones spécifiques du corps physique, mais aussi des zones spécifiques de la conscience. Quand on sent par exemple une tension au niveau mental, on la sent dans le chakra associé à la zone de conscience qui ressent le stress et dans les parties du corps physique liées à ce chakra. Par exemple, quand on est blessé dans une relation, on le sent dans le cœur. Quand on est nerveux, les jambes tremblent et la vessie s'affaiblit, par exemple. Lorsque la tension s'étend sur une longue période ou qu'elle atteint un degré d'intensité important, à ce moment-là, un symptôme se crée au niveau physique. Ce symptôme sert à communiquer à la personne, à travers son corps, le problème qui se posait au niveau de la conscience. Donc on voit bien que tout est lié, vraiment. Ce qui se passe, les manifestations dans notre corps sont liées à la conscience. Alors les techniques de Reiki comme la méditation ou d'autres techniques permettent d'harmoniser et de dynamiser les chakras. Alors en commençant par le premier chakra qui s'appelle Muladhara Chakra, donc la couleur est rouge, donc les couleurs que vous voyez sur ce schéma ce sont des couleurs qui ont été vues par des appareils. Ce ne sont pas des couleurs qui sont inventées. Et ce sont des couleurs qui correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc la couleur rouge qui est là, donc l'élément lié à ce chakra, c'est la terre. Donc c'est la matérialisation, ce qui concerne la matérialisation des choses. Donc ce chakra se situe à la base de la colonne vertébrale et il est lié aux glandes surrénales. Donc associé au squelette, aux jambes, aux pieds, aux dents, aux ongles, aux cheveux, aux reins, au sacrum. Il y a aussi une influence, bien évidemment, sur les organes de proximité, comme le rectum, l'anus, la prostate, les testicules et l'intestin. Donc c'est le chakra qui est en lien direct avec la survie et les besoins primaires de l'homme et en relation avec le corps physique. Donc ça peut concerner l'alimentation, l'habitat, la sécurité financière, le soutien familial, l'activité physique, la survie, l'envie d'exister physiquement. Il représente la stabilité sur Terre pour y fonder notre existence et nous empêcher de perdre pied. Il nous ramène à notre matérialité et à nos racines. Conscience physique, contact avec l'esprit de notre mère, la Terre, et notre relation avec notre planète.
Ce qu'il fait, c'est qu'il nous ancre sur la terre, c'est-à-dire qu'il nous permet de rester en liaison étroite avec la terre pour garder nos facultés de concentration et le sens des réalités concrètes. C'est le siège de la conscience collective et l'harmonie avec la nature. Il nous donne la force et le courage d'agir. Et quand il est équilibré, il nous permet d'avoir le sens des réalités, une bonne maîtrise de soi et une bonne santé. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que c'est pas important parce que c'est matériel, c'est la terre. Au contraire, c'est très 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 important d'être ancré sur terre. Et plus on est ancré sur terre, plus on peut se relier au spirituel et avoir les informations qui sont utiles pour nous. Parce que si notre base est fragile, on ne peut pas recevoir les informations. Donc c'est vraiment la base, c'est très très important. En hypnose, on parle beaucoup d'arbres. Parce que l'arbre, il a des racines très profondes et c'est ce qui lui permet de s'élever le plus haut dans le ciel. Exactement. Donc quand on parle aux gens et qu'on leur dit de fermer les yeux et de penser à un arbre, et de s'élever et d'avoir les bras qui s'allongent, ça permet de bien s'ancrer dans le sol et en même temps de pouvoir s'élever. Donc souvent moi je donne ça, je donne l'arbre parce que oui, c'est un très très bon exemple. Il y a des livres d'ailleurs qui sont sortis sur le fait d'embrasser les arbres parce qu'ils ont énormément d'énergie. Et ils sont là depuis plus longtemps que nous, ils savent communiquer entre eux pour se dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense qu'il y en a beaucoup, je trouve que l'arbre nous représente bien. Bien sûr. Et en fait, si vous avez envie d'équilibrer ce chakra, tous les jours, vous pouvez dire certaines phrases, donc tous les matins. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'estiment beaucoup plus que je ne le pense. Ce n'est pas de l'égoïsme et ce n'est pas du narcissisme non plus. On m'aime pour ce que je suis, tel que je suis maintenant. Yes. Je ne me compare à personne, je suis unique. Parce que ce sont les comparaisons qui sont source de jalousie ou des énergies négatives. La majorité de nos craintes ne se réalisent jamais. J'ai confiance en moi, en mon moi supérieur pour répondre à tous mes besoins. Et je mérite cette confiance. Mon corps prend plus d'importance à mes yeux. Je l'entretiens avec soin en permanence. Je suis responsable de ma vie. Je sais m'adapter à n'importe quelle situation. En liaison avec la Terre, j'éprouve le sentiment de sécurité lié à l'ancrage dans la réalité et au vécu de l'instant. Ma vie est remplie de prospérité. Je me donne la permission de fonctionner en parfaite santé. Je donne la permission à chaque cellule de relâcher l'ancien. J'ai le contrôle sur mon corps. Je prends la responsabilité de mon corps. Quand vous dites, par exemple, « ma vie est remplie de prospérité », en disant cette phrase, on va multiplier l'énergie de la prospérité dans notre vie. Parce que comme tout est dans l'univers, ça dépend à quelle information on se connecte. On va passer au deuxième chakra, qui est le chakra sacré, ou Swadhisthana, lié à l'élément eau, et la couleur est orange. En sanskrit, Swadhisthana signifie délice. Les organes concernés sont les gonades, le plexus pelvien et en médecine chinoise on parle du hara. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le bassin, les reins, le système reproducteur, le ventre, les lombaires. C'est le centre de la gravité, il incarne la force, le contrôle affectif. C'est la reproduction créatrice de l'essence. Donc l'élément eau, ce chakra est bien évidemment le siège des énergies sexuelles, de la fertilité liée à l'élément eau. Il agit sur le principe de la renaissance perpétuelle par la purification. Ce chakra est le centre des forces créatrices, de la réceptivité, du changement et du plaisir. Quand on dit prendre plaisir aux activités familiales, professionnelles, relationnelles, sociales que la vie nous propose. Il repousse l'ego grâce à une communion dans le sens d'une démarche d'unification.
Il contribue à l'harmonie et la spontanéité des relations entre les gens et des sentiments qu'il véhicule. Cette force, cette lumière et cette énergie dont il est le siège déterminent notre personnalité et par conséquent notre place dans la société et nos réactions par rapport aux conventions, aux règlements, aux lois, aux hiérarchies, etc. Donc il régit nos rapports avec le concept du pouvoir. Il laisse pénétrer l'énergie qui va éclairer nos idées, nos conceptions, notre culture, nos instincts. Et qu'est-ce qu'on peut dire comme phrase pour l'affirmation de ce chakra? C'est « J'accepte et reconnais ma sexualité, ma santé physique est puissante et pure ». Alors le troisième chakra qui est là, ça s'appelle Manipura, la couleur est jaune et c'est le plexus solaire. Et en sanskrit, Manipura signifie joyau, éclatant. C'est beau, hein? C'est des mots vraiment avec des significations de cœur merveilleuses. Les organes concernés sont le pancréas, le plexus solaire, estomac, foie, rate, diaphragme, vertèbre dorsale inférieure. Ils représentent l'énergie émotionnelle brute, la transmutation et l'évolution. Donc l'élément feu. C'est pour ça que c'est jaune. Ce chakra exprime la réalisation de l'essence, l'énergie émotionnelle. On dit que les émotions, on les reçoit beaucoup dans le ventre. Que c'est le deuxième cerveau ou peut-être le premier cerveau. Donc du coup, ça représente vraiment l'énergie émotionnelle, la communication avec l'extérieur, la capacité à vivre aussi des relations durables. L'évolution et la dynamique liée à ce chakra impliquent la mutation du moi en un être de pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la capacité à nous affirmer en tant qu'être individualisé et de persévérance. Donc c'est vraiment la confiance en soi. On s'accepte en tant qu'être individualisé. Il est le point par lequel les émotions sont véhiculées. La sympathie, l'antipathie s'y croisent. De ce fait, il agit directement sur notre comportement en société. Donc c'est le siège du bien-être personnel, de l'harmonie avec soi et son entourage. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour l'affirmation tous les matins de ce chakra, plexus solaire? On peut dire, d'une façon libre et saine, je laisse partir toutes mes vieilles émotions non soldées. J'affirme mon pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas avoir du pouvoir sur les autres. Parce que justement, si on manque du pouvoir personnel, on aurait envie d'avoir du pouvoir sur les autres. Donc c'est dans le sens de l'autonomie du soi. Au contraire, c'est très positif. Voilà. Donc, quatrième chakra, qui est le chakra du cœur. La couleur est verte. L'élément, c'est la terre transcendante. En sanskrit, anahata veut dire son émis sans choc entre deux entités. Exprimant, qu'est-ce que ça exprime? La coexistence du corps-esprit. Les organes concernés sont le thymus, le plexus cardiaque, le cœur, régulateur du système de circulation du sang, la cage thoracique, gardien du système immunitaire, qu'il stimule et renforce, les bras et les mains, les vertèbres dorsales supérieures, préserve l'épiderme des agressions, favorise la cicatrisation. Donc il représente quoi? Il représente l'amour, la compassion, la réalisation de soi, la création et l'abandon à l'essence. Ce chakra est lié à l'indulgence et la compassion. Donc c'est l'amour inconditionnel à la base. Donc là, si vous voulez, là vous aviez la terre, l'eau, le feu. Ici, c'est l'air et l'éther. Et en fait, ici c'est l'air. Voilà. Donc l'air et l'éther. Donc ce chakra permet de passer du palpable, c'est-à-dire tout ce qui est terre, eau et feu, à l'impalpable, qui est air et éther. Par sa position centrale,
C'est le point de convergence entre les chakras spirituels et les chakras physiques. Cette rencontre est symbolisée par une étoile à 6 branches, donc l'étoile de David, le triangle des 3 chakras supérieurs en union avec le triangle des 3 chakras inférieurs. Au travers de cette union, c'est l'amour qui se manifeste. C'est le centre des sentiments heureux ou malheureux, amour, amitié, plaisir perçu à travers la musique, la littérature, le contact physique, la contemplation, mais aussi la tristesse, la déception, le sentiment de rejet, l'insensibilité, l'indifférence, etc. Donc, l'amour dont il est le siège n'est pas seulement l'amour des autres, c'est un amour universel qui a le sens d'une acceptation inconditionnelle de tout ce qui est. Physiquement ou spirituellement. C'est aussi l'amour de soi, de sa propre reconnaissance en tant que personne, esprit et ensemble d'organes. Diriger cet amour sur un organe malade est un pas important vers la guérison. Le chakra du cœur rayonne puissamment vers l'extérieur et l'amour qu'il véhicule transforme et guérit. Élémentaire dans le sens de la transcendance. C'est pour ça qu'on dit. Un bon développement de ce chakra favorise l'ouverture du chakra du 3e, qui est celui de l'amour. La phrase qui peut correspondre pour dynamiser ce chakra, c'est, pour équilibrer ce chakra, c'est « Je donne et reçois l'amour librement et facilement. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Toute erreur et jugement du passé, totalement. » Le chakra de la gorge, Vishuddhi. C'est bien, ils suivent. C'est à la racine. Ouais, ils suivent. Tout le monde suit. C'est bien, on a raison. Vous êtes réveillés. J'espère que c'est pas trop fatigant. Donc, à la racine du cou, à la base de la gorge. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie la communication. Parce qu'on parle. Et donc, la polarité, c'est yang. Donc, la couleur est bleue. Et c'est l'élément R qui est lié à ce chakra. Donc les glandes associées sont la thyroïde, qui indique la coordination physique, psychique ou spirituelle. Elle régularise le métabolisme de toutes les cellules et du calcium. Les organes associés sont les cordes vocales, le cou, la nuque, organes liés à la respiration, la mâchoire, la bouche, les dents et gencives. Donc la qualité, c'est volonté, intelligence, communication, expression de soi, inspiration, créativité, largeur d'esprit, clarté d'esprit et intégrité. Le chakra de la gorge est le premier chakra à différencier l'homme des autres formes de vie. L'homme a la merveilleuse capacité de parler. Donc les affirmations pour ce chakra, j'apprends à m'écouter et à me fier à ma voix intérieure. Mon intégrité est ma parole, et ma parole est ma vérité. On arrive au 6e chakra qui est Ajna, le 3e œil, entre les sourcils légèrement au-dessus. Toutes les personnes qui ont fait du yoga, je pense qu'ils ont déjà fait le pranayama, etc. Donc on active ce chakra-là. Donc la signification, c'est la perception, c'est percevoir et savoir. Donc on sait que les personnes qui sont, par exemple, on dit médium, qui arrivent à voir ce qui se passe, c'est des personnes qui ont ce chakra très développé. L'élément, c'est terre. Voilà, et la couleur, c'est une couleur indigo. Donc liée au 6e sens. Parfois on parle du 6e sens, en fait ça concerne cela, puisque vous avez l'épiphyse qui est dans le même, sur la même ligne à l'intérieur du cerveau, donc l'épiphyse qu'on appelle, comment? La glande pinéale. La glande pinéale. Alors voilà, je viens de voir là. Glande associée, c'est l'hypophyse. Donc il y a l'hypophyse aussi, bien sûr. Il y a les deux. L'hypophyse, glande maîtresse qui régit la croissance du squelette, le développement et la maturité sexuelle. Elle influence les fonctions des gonades, thyroïdiennes et surrénales.
influence le volume et la concentration de l'urine. Elle contrôle la tension artérielle ainsi que la croissance physique et psychologique. Les organes associés sont les yeux, les oreilles, le nez, sinus, contrôle du système nerveux central et de la mémoire. Alors, quelles sont les qualités? C'est la sagesse, l'intuition, connaissance, le discernement, l'imagination, le détachement des choses matérielles, le charisme et l'intelligence affective. Le chakra frontal détient les fondements de la maturité psychologique ainsi que les principes éthiques et philosophiques. Et pour l'affirmation de ce chakra, on peut dire « Je m'ouvre à l'énergie nouvelle, à des gens, à des expériences, à des lieux nouveaux. Je fais confiance à mon moi profond pour me guider et me protéger. Je vis dans la lumière de ma vérité et j'accepte ce que je sais. Dans ma vie, je reconnais le besoin de silence et de calme. Je n'ai rien à prouver. Je suis le dessein. Voilà. Je suis le dessein divin manifesté. Ne rien attendre, de sorte que tout puisse advenir. Le 7e chakra, qui est le chakra coronal, avec une couleur violette, ou or ou blanc. C'est au sommet de la tête. La signification, c'est bien évidemment l'infini, l'éther cosmique, on peut dire, le moi spirituel. Les glandes associées sont liées, donc plus, cette fois-ci, c'est l'épiphyse, contrôle le rythme du sommeil, les cycles menstruels et les principaux cycles de l'organisme. Les organes associés sont la calotte crânienne, le cortex cérébral et le cerveau. Quelles sont les qualités? C'est la compréhension spirituelle, la paix intérieure, la sérénité, le désintéressement, le charisme, expansion de conscience, unicité avec tout ce qui existe, ouverture au divin, à la beauté, la béatitude. Le chakra coronal rassemble l'énergie de 6 autres chakras et organise leur coopération mutuelle. Il approfondit les différents éléments déjà travaillés sur Vishuddhi chakra et Ajna chakra. Il incarne donc la communication et les liens avec toute chose et toute connaissance. Quand nous éveillons ce chakra qui s'appelle Sahasrara, nous accueillons les potentialités liées au caractère infini de l'espace et du temps. Nous accédons à l'état de conscience d'illumination appelé Samadhi. L'ego individuel se dissout dans l'énergie universelle et ne fait qu'un avec elle. Ici, nous sommes directement liés à la source et nous ne faisons qu'un avec tout ce qui existe. La séparabilité n'existe plus car tout est devenu soi. Je suis cela. Il y a un livre qui s'appelle « Je suis cela ». Très intéressant. Donc les affirmations pour l'équilibrage de ce chakra: je respecte tous les êtres, toutes les religions et toutes les voies spirituelles. Tout mène à la source. Je suis reconnaissant de toutes les bonnes choses et personnes présentes dans ma vie. Je cherche la vérité suprême et la façon la plus apaisante de vivre ma vie. Je suis un être unique et rayonnant d'amour. Je suis cela. Voilà, moi je termine ma partie et je laisse la parole à Ayet. Donc, moi c'est Ayet Eni, Mohamed Eni, donc, mon binôme dans la vie et dans le travail. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. On a travaillé dans l'hôtellerie-restauration, on était gérants pendant une vingtaine d'années. Depuis 5 ans, on s'est orienté sur tout ce qui concerne les soins quantiques, les connaissances en fait en neurosciences. On a fait diverses formations en mentalisme, en neurosciences, en... Tout ce qui touche aux émotions aussi. Tout ce qui touche, oui, alors on a vu différents formateurs,
Joe Dispenza, Pascal de Clermont. Donc pendant 3 ans, on a appris à développer nos intuitions, appris à gérer nos émotions. Et aujourd'hui, l'objectif, on est arrivé à une conclusion, c'est que tout ce qu'on a pu emmagasiner comme information, ce qui est intéressant aussi, c'est d'après tout ce qu'on a pu vivre et ressentir, et grâce à toutes ces informations, on a pu changer notre vie, la faire évoluer dans une direction qui nous correspondait plus, avec laquelle on sentait des vibrations beaucoup plus fortes. Et donc on a choisi de partager toutes ces informations donc avec ceux qui en ont besoin et ceux qui ont envie de les recevoir. On utilise un outil qui s'appelle, qui est une lampe en fait, c'est un neurostimulateur, s'appelle la Pandora Star. C'est un outil qui émet une lumière. Et grâce à cette lumière, en fait, c'est des fréquences lumineuses et combinées avec des fréquences sonores permettent en fait de synchroniser les 2 hémisphères du cerveau et qui permettent de se mettre dans des états, dans différents états. Ça ferait, je vais pouvoir expliquer. Allez, à toi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle thérapie quantique? Alors, je ne vais pas rentrer dans des notions de physique, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. Je vais juste expliquer l'idée. L'idée de la thérapie quantique, alors thérapie, ça veut dire qu'on est capable de soigner, d'accord? Et le quantique, ça veut dire qu'on considère votre corps à la fois comme une énergie et comme une vibration, d'accord? Et qu'en fait, tout ça, c'est organisé. Et si on dit que c'est organisé, ça veut dire qu'il y a une information, d'accord? Ce qui veut dire que si vous avez une maladie, ça veut dire qu'il y a une information à un endroit dans votre corps qui a changé. Et l'idée, c'est de la rétablir. C'est de la ramener comment on peut dire, c'est de lui redonner son état initial. D'accord? Après, il y a plusieurs techniques qui existent. Alors, celles dont on entend plus parler sont plus les techniques énergétiques, ce qu'on appelle les techniques énergétiques, comme par exemple le Reiki. Vous avez aussi ce qu'on appelle les techniques de thérapie spirituelle. Donc, si on parle de ça, on parle de quoi? C'est qu'on part du principe qu'en fait, il y a une forme d'énergie tout autour de nous, même dans le cosmos, qu'elle est là, présente, et par un certain type de travail, un certain type d'entraînement, on a la capacité de capter cette énergie, pour pouvoir la transmettre à la personne. Avec une idée derrière, c'est qu'il faut organiser l'information. Et donc pour l'organiser, on passe par une intention qui permet, en amenant cette énergie, de modifier l'information dans le corps. Je vous la résume, je vous la fais courte. D'accord. Après, on a des explications qu'on peut aller chercher en physique quantique, sur le fait qu'on a une possibilité, que par la pensée, on a une possibilité d'agir sur la matière. Aujourd'hui, il y a des recherches actuellement en physique qui arrivent maintenant à démontrer ça. Alors, il y avait peu de recherches dans ce domaine parce que dès qu'on touchait à ça, ça faisait peur. Mais maintenant, il y a des scientifiques qui se penchent sur cette question et qui arrivent maintenant à démontrer que c'est possible. Donc ensuite, moi ce que je vais faire, je vais rentrer par la porte d'entrée. Les portes d'entrée que je vais utiliser là avec vous, c'est les émotions. D'accord? Et après vous ferez des liens avec ce que vous avez dit, vous avez dit sur les chakras, et vous ferez aussi des liens tout à l'heure avec ce que vous avez dit avec les choses. Donc les portes d'entrée, vous avez les émotions. D'accord? Ça c'est le corps. Ensuite, on va parler du cerveau. D'accord? Alors là, c'est pareil. Le cerveau, c'est comme le cosmos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas encore vu le bout. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais restez prudents, parce qu'il y a des choses qu'on peut interpréter aujourd'hui comme étant vraies, et puis il y en a d'autres, c'est un peu des élucubrations qu'on est en train d'entendre, parce que c'est la mode aujourd'hui. Tout ce qui touche au cerveau, maintenant, ça y est, il y a un engouement là-dessus. Donc là, je vous expliquerai certaines choses qui sont liées à la manière dont on peut utiliser son cerveau, d'accord? Et par quels états on passe. Et ensuite, on fera le lien entre le cerveau et les émotions, d'accord? Alors, pour commencer, votre cerveau, je vais le dessiner comme ça, c'est joli, ça va? Votre cerveau, alors, par votre cerveau, vous percevez le monde, d'accord?
le monde il est là, et vous le percevez par vos 5 sens. D'accord ? Et en le percevant par vos 5 sens, vous vous faites une image du monde. Et par les émotions, vous lui en donnez la couleur. Vous avez un ressenti lié à la perception que vous avez du monde. D'accord ? En hypnose, on appelle ça la carte du monde. La carte du monde, c'est ça. Et c'est là où vous comprenez que si j'ai un cerveau là, et j'en ai un autre ici, ben, il peut voir la même chose, mais lui, il ne va pas l'interpréter de la même manière avec les émotions et avec la façon dont il perçoit le monde. D'accord ? Donc déjà, on a sa propre vision du monde, et un autre aura la sienne, dans sa manière de l'interpréter. Dans vos croyances, vos peurs, votre éducation, votre environnement, votre pays dans lequel vous vivez. Et donc voilà. Vous serez tous différents, vous aurez chacun votre carte du monde. Ce qui va donc influencer, comme elle a dit tout à l'heure, c'est tout au long de votre vie, eh ben on va vous inculquer un certain nombre de croyances, de vérités. Vous allez faire aussi vos propres expériences, tirer vos propres conclusions, et de ça, vous allez en tirer votre propre carte du monde. Et vous pouvez constater que dans la même famille, vous avez 5 enfants, il y en a un qui est pareil. Et c'est normal. Parce qu'en fait, ils vont vivre à des époques différentes, ils ne vont pas percevoir les choses de la même manière, et en plus va jouer un autre aspect qu'on appelle la personnalité, quelque chose de plus profond. D'accord ? Donc, vous percevez le monde à votre manière. Ça va vous déterminer une façon de voir le monde. Okay ? Et ce qu'on constate, c'est que ce cerveau-là, avec les capacités qu'il a, nous, on peut, dans la journée, il va passer par certains états. D'accord ? Et quand on l'observe, eh ben, il va y avoir des modifications dans l'activité du cerveau. D'accord ? Ça commence du matin, et toute la journée, votre cerveau, il va, alors je vais dire comme ça, vibrer, d'accord ? Il va émettre des ondes électriques, et ces ondes, elles vont être à des rythmes différents dans la journée. Et ce sont des états naturels. C'est ce qu'on mesure quand on met un encéphalo... Un électroencéphalogramme, un EEG. Un EEG. On appelle ça EEG. Les médecins, pour ceux qui en ont fait il n'y a pas longtemps, il y a l'électrocardiogramme, ECG, et l'EEG, c'est ce qui permet de pouvoir mesurer l'activité électrique du cerveau. D'accord ? Et quand on mesure cette activité électrique, on se rend compte qu'il y a des rythmes différents. Et on constate que dans la journée, et même dans la nuit, eh ben, ces activités électriques sont différentes. Et on remarque que ces activités, elles sont liées à votre manière de percevoir vous, et percevoir l'extérieur. On constate que votre manière d'approcher les choses, elle change. C'est comme ça. Donc ce qu'on a remarqué, donc ce qu'ont fait les scientifiques, c'est qu'en regardant tout ça, ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait des plages. D'accord ? Alors, certains en ont peut-être entendu parler, on va vous parler d'ondes bêta, d'ondes alpha, d'ondes theta, ça c'est les plus importantes, theta, c'est pas comme ça, c'est comme ça, pardon, et les ondes même epsilon. Gamma. Et les gamma, elles sont par là, alors elles sont plus hautes, elles sont beaucoup plus hautes. Bêta, c'est quand vous êtes en veille, c'est-à-dire que vous êtes en vigilance, d'accord, c'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes posé, vous êtes tranquille, d'accord. Ici, ça peut monter un peu quand vous êtes en stress. Quand vous commencez à être en alpha, c'est que vous commencez à être en relaxation. Là, vous commencez à vous détendre vraiment. Vous êtes en état de repos. Et là, vous commencez à vous endormir. Quand vous êtes en dessous de l'alpha et que vous descendez en θ, vous commencez à vous endormir. Et en epsilon, on considère que vous êtes en sommeil profond. D'accord ? Et dans ces états-là, ben, on constate que là, il y a un lien entre ce qui se passe dans le cerveau et ce qui se passe dans le corps. C'est qu'en fonction de l'état dans lequel vous êtes, votre cerveau et votre corps vont sécréter certaines substances. Et ces substances dans votre corps vont modifier vos ressentis. Et vont modifier donc votre manière de voir les choses. Quand vous avez un ressenti émotionnel, vous créez une pensée. D'accord ? Mais on constate aussi le contraire. C'est quand vous avez une pensée, vous modifiez aussi votre ressenti. Ça va dans les deux sens. Okay. Donc, ici, ce qu'on constate, c'est que vos états, alors je vais le dire comme ça, vos états de conscience changent. Et il y a des états particuliers sur lesquels on peut travailler. C'est cela. Particulièrement cela.
Et en général, ceux qui sont les plus utilisés, c'est les alpha et les θ. Parce que là, il se passe des choses particulières. C'est qu'en même temps que vous changez votre état de conscience, vous pouvez vivre ce qu'on appelle une expansion de conscience. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, tout ce qui sert de filtre, qui vous sert à juger, qui vous sert à vous protéger du monde extérieur, ces pensées-là, à un moment donné, elles tombent. C'est comme si vous pouviez recevoir les choses sans filtre, et ça vous ouvre à des possibilités auxquelles vous n'auriez pas pensé si vous étiez dans l'état que vous êtes aujourd'hui, éveillé, dans cet état. Ouais, on va dire que les filtres, c'est les croyances limitantes. Ce qu'on appelle communément, aujourd'hui vous avez dû en entendre parler, c'est tout ce qui nous a été inculqué depuis notre plus tendre enfance, avec lequel on a grandi, et qui nous permet en fait d'évoluer, de grandir, mais de ne pas avoir accès à la totalité de nos potentiels. Est-ce que vous avez entendu? Donc on a parlé de croyances limitantes. Du coup, je rebondis aussi, parce qu'en hypnose, ça sera plutôt bien. Ouais. Nous, on parle de conscient et d'inconscient, ce qui revient exactement à la même chose. C'est-à-dire que la conscience que vous avez, c'est 20% de votre cerveau, et l'inconscient, c'est 80%. Vous entendez? Ouais. 80% d'inconscient. C'est-à-dire que, globalement, on marche plus à l'inconscient qu'au conscient. Et l'hypnose, ça rejoint ce truc-là, c'est-à-dire qu'on se met dans des zones θ qui permettent d'accéder à l'inconscient, que vous ne pourriez pas si vous étiez conscient, et donc de modifier les croyances et les peurs qui sont à l'intérieur de vous. Mais ça, il faut se mettre dans un état qui correspond à ces 80%. Parce que moi, si je vous parle maintenant, ça ne marche pas. Voilà, c'est juste pour rebondir, parce que tout est cohérent en fait avec ce qu'on dit. Alors, je vais donner des compléments. Quand on vous parle d'inconscient, pourquoi? C'est parce que si vous deviez utiliser votre cerveau à réfléchir à tout ce que vous devriez faire, C'est ce qu'on fait. Non, en fait, vous pouvez... vous ne pouvez pas être conscient de tout ce que vous devez faire, c'est-à-dire penser au rythme cardiaque, respirer, que vos cellules doivent impossible, produire telle substance, que votre cerveau doit faire. Vous ne pouvez pas. Donc, forcément, il y a besoin d'avoir un mode qui fonctionne en automatique. D'accord? Tous les 90 minutes, vous êtes en hypnose. Vous ne le savez pas. Parce qu'à un moment donné, c'est comme la cocotte minute. Le cerveau ne peut pas gérer plus de 7 informations par seconde. Donc, au bout de 7 informations par seconde, votre cerveau bug. Mais ça, vous ne le savez pas. Il se fait automatiquement. Donc, il faut bien comprendre que votre digestion, votre respiration, vous n'êtes pas en train de réfléchir de le faire, là. Et pourtant, ça se fait. Donc, c'est bien l'inconscient qui est en train de travailler. Et vous ne le savez pas. Mais si en plus, je vous dis d'aller réfléchir où c'est que vous avez mis votre clé, où c'est que vous êtes garé, etc., lui, il va... Ah ouais, ça fait trop. Boum. Donc, qui c'est qui va gérer? C'est l'inconscient. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, dans cette partie inconsciente, vous avez deux parties. Vous avez la partie qui est liée à l'instinct, ce que je vais appeler l'instinct, c'est-à-dire comme par exemple le fait que le cœur batte, c'est pas quelque chose que vous avez appris. D'accord? Le cœur a commencé à battre dans le ventre de votre mère et il a continué. Et ça, c'est pas vous qui lui avez dit il faut que tu battes. D'accord? Et la deuxième partie, c'est tout ce que vous avez acquis et qui est devenu automatique. Et que vous avez besoin que ça devienne automatique. Mais pour que ça le devienne, vous passez par plusieurs phases. La première phase, c'est que vous avez besoin d'être conscient. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Et vous avez une phase où vous avez besoin d'apprendre. Ensuite, par la répétition, vous gagnez en expérience. Et en même temps, vous commencez à intégrer de manière automatique ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a aussi des choses que vous pouvez intégrer de manière automatique en faisant des choses tous les jours. D'accord? Des fois sans vous en rendre compte. Et donc cette partie-là aussi devient inconsciente parce qu'elle devient automatique. Donc tout ce qui devient... Donc votre état de vigilance, on va dire que si on est un peu primitif, c'est l'état de vigilance qui vous permet, de réaliser des choses dans l'instant, mais aussi, ça vous permet dans la nature d'être vigilant à ce qui vous entoure parce que vous devez aussi vous protéger de l'environnement. D'accord? Et cette vigilance-là, vous avez besoin de l'avoir parce que vous avez besoin aussi de vous protéger naturellement. D'accord? Donc, ces phases,
on peut arriver naturel. Alors, comme elle vous l'a dit, elles sont naturelles, c'est-à-dire qu'on passe par ces phases dans la journée, mais maintenant, on a la possibilité de pouvoir vous mettre dans cet état par plusieurs systèmes qui existent, qui sont les vibrations. Alors, les vibrations, je parle des vibrations physiques, par le son, avec les oreilles, et puis par la lumière. Et grâce à ça, on peut arriver à vous mettre dans cet état. Et pourquoi on peut arriver à vous mettre dans cet état? Parce que le cerveau, il y a un effet dans le cerveau qu'on a découvert qui s'appelle l'alignement de fréquence. C'est-à-dire que le cerveau va se caler à la stimulation extérieure. Alors je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez connu les horloges à balancier? Quand vous en avez plusieurs, vous les mettez en route les unes après les autres. Qu'est-ce qui se passe? Oui, elles sont jamais au même rythme au début. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, elles se mettent à toutes balancer au même rythme. D'accord? Et bien on constate qu'on a la même capacité, on peut la faire avec le cerveau, et récemment, il y a une dernière étude. Je peux même vous donner un autre exemple qui est beaucoup plus basique, mais la salle est pleine de femmes. Pour les hommes, c'est pas grave, vous aurez l'information quand même. C'est que si on met un groupe de femmes pendant un certain temps ensemble, même si elles n'ont pas leurs règles en même temps au départ, et ben, au bout d'un certain temps, elles finissent par toutes se synchroniser et avoir... Et elles se mettent, et on l'a constaté dans les prisons, par exemple, quand c'est des prisons de femmes, dans des groupes de femmes, et c'est même quelque chose qu'on constate chez les animaux. Hein. Par exemple, chez les vaches, on rencontre la même chose. Et dans les harennes? Dans les harennes, bah, pareil, on avait le même phénomène. Et on l'a constaté principalement, c'était dans les prisons, en fait. On ne savait pas ça. Et c'est dans les prisons qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce phénomène de synchronisation. Donc il y a des choses assez naturelles comme ça, dont on ne comprend pas. Et ce que je voulais vous dire aussi, alors quand vous savez, quand vous dites « je suis sur la même longueur d'onde que quelqu'un », récemment, il y a une dernière étude qui a été faite là, et on a effectivement constaté ce phénomène, en mettant des électroencéphalogrammes sur deux personnes qui étaient là, qui étaient en train de communiquer entre elles, et bien il y a eu un phénomène de synchronisation des cerveaux. Là, vous allez vous balader avec votre électroencéphalogramme et puis vous allez vérifier si... Radel, il en parle. La synchronisation, l'implication quantique. Alors après l'implication quantique, ça c'est encore autre chose. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, je ne voulais pas rentrer trop dans le détail technique. Mais oui, c'est intéressant. Mais l'implication C'est technique... tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors après... Il faut démystifier aussi la synchronisation. Tout le monde peut se synchroniser. Ouais. C'est pas quelque chose. En fait, le principe, c'est que comme on émet tous des On ondes... le fait naturellement. Comme on émet tous des ondes, à partir d'un certain moment, ben, on se met tous sur cette même... On s'aligne tous sur cette même fréquence. Alors, je vais amener cette information-là. Vous savez que ce que vous voyez, c'est qu'une illusion. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes fait de 99,99% de vide. D'accord? Donc ce que vous voyez en face de vous, que vous voyez comme matériel et solide, en réalité, c'est du vide, en grande partie. Et le reste, ce qu'on appelle la matière, c'est de l'énergie condensée. D'accord? Et cette énergie condensée, elle vibre. Elle vibre. Donc elle émet des ondes. Okay? Et en fait, excuse-moi, juste pour compléter, les 99% du vide, en fait, c'est là où existent toutes les informations, se trouvent dans ces 99% de vide. Ça, c'est les dernières recherches scientifiques par Nassim Haramein qui a démontré ça physiquement et mathématiquement. Alors j'ai voulu... C'est pas des choses qui viennent... J'ai utilisé quand je dis vide, c'est parce que les scientifiques pensaient qu'il y avait du vide. Puis petit à petit, on se rend compte que c'est peut-être pas si vite que ça. Et quand on parlait d'information tout à l'heure, alors est-ce que vous comprenez quand on vous parle d'information? Information. Ça va? Oui. Ok. Donc maintenant on pense que dans cet espace vide, il y a plutôt de l'information et qui, à un moment donné, pour l'instant on ne sait pas comment, elle s'organise et elle finit par créer ce qu'on appelle de la matière. D'accord? Ça va? Donc, ici, nous l'idée, c'est dans une démarche d'évolution personnelle, c'est de se dire, on a la possibilité de modifier certains schémas. D'accord? Mais on ne peut les modifier que si on en est conscient. D'accord? On peut agir sur quelque chose que si on sait sur quoi agir. Mais si on fait les choses par habitude et par automatisme, vous voulez agir sur quoi? C'est pas possible. Parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas cette capacité de pouvoir le faire. D'accord? Donc l'idée c'est de faire remonter à votre conscience, et à partir du moment où vous en êtes conscient, à partir de là, vous pouvez faire des choses. D'accord? Et l'idée, c'est que dans ces plages-là de fréquences cérébrales,
eh ben, on peut vous aider à agir, à réfléchir, à remettre en question certaines croyances qui sont figées en vous et dont vous n'avez même plus conscience, vous aider à les faire remonter à votre conscience et ensuite à les remplacer par d'autres. D'accord? En fait, il y a des moments qui sont plus favorables que d'autres pour avoir accès à notre partie inconsciente. Et c'est là où on se rend compte que le cerveau a un grand potentiel parce qu'il a une grande capacité de créativité. Et le fait d'avoir accès à cette créativité-là, on peut plus facilement y arriver quand on est dans ces états-là. D'accord? Il faut savoir que Einstein, par exemple, ou Newton, utilisaient ces astuces-là. Souvent, ils se mettaient dans des états où ils se mettaient au repos, et puis ils étaient entre le sommeil et l'éveil, et puis c'est là, d'un seul coup, où plein d'idées leur arrivaient, et puis dès que ça venait à ce moment-là, ils se mettaient à écrire. Parce que le cerveau, pendant ce temps-là, lui, fait tout un travail. D'accord? Alors, je vais vous l'amener comme ça. Aujourd'hui, on parle de cerveau droit et cerveau gauche. D'accord? Alors, ça, c'est un modèle, mais ce n'est pas la réalité neuroscientifique, mais ça aide à comprendre deux fonctionnements. Un fonctionnement gauche qui est linéaire, c'est-à-dire que ceux qui ont plutôt cette tendance-là vont plutôt vouloir approcher les choses dans un certain ordre bien précis. Et les droits, ils sont plutôt globaux. D'accord? Ce sont des fois des gens, vous les nourrissez d'informations, ils vont dormir, ou ils vont s'allonger, ou ils vont faire la fête, ou ils vont s'amuser. Puis quand il revient, il arrive et puis il est capable de tout vous ressortir d'un seul coup. Votre cerveau, il a aussi cette capacité-là à travailler pendant que vous faites autre chose. Des conseils qu'on peut donner par exemple aux enfants quand ils sont en phase d'apprentissage ou ils sont à l'école, par exemple s'ils veulent apprendre quelque chose, c'est de leur demander de lire une leçon avant de dormir, d'aller dormir, de la relire le lendemain pour réactiver la mémoire, et souvent, elle est souple. Et ça veut dire que votre cerveau, comme votre cœur, ne s'arrête jamais. Par contre, il ralentit. Il ralentit. Et il ralentit parce qu'il a besoin de ralentir. D'accord? Quand on vous dit qu'il faut faire une pause, c'est que vous en avez besoin. D'accord? Sinon, comme elle l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, votre cerveau, comme il a besoin d'assimiler, d'organiser, de trier, de mémoriser, s'il n'a pas ce moment-là, à un moment donné, il va le trouver. Et il risque, à un moment donné, ou alors vous avez une absence. Vous avez un oubli. C'est parce que votre cerveau, vous ne lui avez pas donné ce temps dont il a besoin pour faire sa pause et faire ce qu'il a à faire. D'accord? Ok? Donc quand on parle de stress ici, quand on parle du stress, qu'est-ce qui se passe? Ici, en fait, on a des ondes qui augmentent dont la cadence augmente fortement. Vous êtes en hypervigilance. Et normalement, votre état de stress, il doit durer entre 30 secondes et 2 minutes. 30 secondes et 2 minutes. Parce que c'est l'état dans lequel vous devez pouvoir fuir, vous cacher ou combattre. Parce que ça sert à ça, normalement, l'état de stress. Si vous maintenez votre corps en état de stress, qu'est-ce qui se passe? L'énergie de votre corps, elle va être utilisée qu'à ça. Et pas à autre chose. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, dans les états de sommeil, les sommeils profonds, votre cerveau et votre corps, ils se régénèrent. Ils prennent le temps de se régénérer, de se nettoyer, il fait tout un travail. Donc, si vous êtes en hypervigilance, toute la concentration, toute l'énergie, elle est sur le stress, elle n'est pas ailleurs. Donc le corps, il ne fait pas ce qu'il a besoin de faire. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'il soit en état de bien-être. C'est pour ça qu'on parle de bien-être. Être bien. Ok? Parce que ça vous permet d'être dans votre état naturel de fonctionnement. Okay. Et de remettre en route la machine si elle a été perturbée. Et puis laisser le corps refaire son travail, parce qu'il a besoin de faire son travail. Donc si vous avez des bébés quand ils sont malades, ça me dit, d'accord. Quand vous avez des bébés qui sont malades et qui ont besoin de dormir, c'est pas par hasard. C'est parce que le corps a besoin de ça. D'accord? Donc cet état-là particulier, qui est l'état θ aussi, c'est ce qu'on appelle l'état du guérisseur. L'état du guérisseur parce que c'est l'état dans lequel vous êtes quand vous dormez et c'est l'état dans lequel le corps se régénère et se nettoie. Il faut savoir que votre corps est très intelligent. Est-ce que vous êtes content que votre corps soit très intelligent? Oui, vous imaginez même pas. Il est très intelligent et il sait ce qu'il a à faire.
de machine. Et votre corps, il sait ce qu'il a à faire. Ce qui se passe, c'est que ce qu'il cherchera à faire toute la journée, c'est de garder un équilibre. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous tirez trop sur la corde et que vous êtes dans un état de stress trop élevé et que vous emmenez votre énergie que dans le stress, eh bien vous ne le laissez pas faire ce qu'il a à faire. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il vous envoie des signaux d'abord. Ben oui, comme vous Ah, les j'ai entendez mal au pas. dos. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai le coude qui me fait mal. Ah, j'ai mal au ventre. Il vous envoie des signes d'abord, il vous prévient avant. Puis au bout d'un moment, ben, il peut lâcher, il peut dire c'est bon, stop, là tu m'en demandes trop, j'arrête. D'accord? Et en plus, après, comme votre corps il est lié aux émotions, ben, ça va générer aussi tout un tas d'émotions liées au mal-être dans lequel vous allez être. En plus, Et que vous allez entretenir. Ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il envoie un signe physique à un endroit précis de l'organe qui correspond à quelque chose d'émotionnel. Et c'est lié à l'émotion. Vous n'aurez pas mal au pied pour rien, vous n'aurez pas mal au cœur pour rien, et vous ne serez pas mal au dos pour rien. Parce qu'on dit mal au dos, j'en ai plein le dos. Il y a quand même, c'est pas par hasard qu'on dit. Donc non seulement il vous alerte, mais il vous alerte sur un organe qui est précis et qui correspond à une charge émotionnelle. Alors, donc ça rejoint le Reiki, Ça rejoint et là vous voyez les liens. Ouais. ça rejoint la réflexologie. C'est ce que je disais, plantaire vous allez faire les liens. et l'hypnose, parce que voilà, chaque organe a une connotation émotionnelle, ça faut bien le savoir. Donc, je vais finir par rapport aux émotions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les émotions, c'est des ressentis physiques, d'accord? Une émotion, combien il y en a? Alors je fais la nuance, attention. Attention. Alors je fais la nuance, parce que souvent on confond entre les émotions et les sentiments. Il y a 6 émotions de base. Allez, je vous aide. Allez-y. La peur, La joie, la colère, la tristesse. Et après les deux, on y pense rarement, c'est le dégoût et la surprise. Ça, c'est naturel. D'accord? C'est en vous, c'est dans votre carte physique. D'accord? Les émotions, elles sont là parce qu'elles vous permettent, d'entrer en rapport avec le monde et de le ressentir, mais elles ont aussi besoin d'être exprimées. Extériorisées. On ne doit pas empêcher des émotions de s'exprimer, parce que si elles sont là, c'est pour dire quelque chose qu'on ne peut pas forcément dire avec les mots. D'accord? Si une émotion n'est pas exprimée, qu'est-ce qui se passe? Alors, on somatise, alors le corps quand on réagit, c'est pas de hasard. J'entends des mots, mais pas assez fort, allez-y. Ce qui se passe, c'est que vous allez cristalliser dans votre corps et dans certaines zones de votre corps des tensions émotionnelles. Et qui vont rester là tant que vous ne les libérez pas. D'accord? À savoir que récemment, là, on est en train d'en parler, il y a, en épigénétique, il y a des recherches qui sont faites aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, on parlait de l'ADN, on disait que 98% de l'ADN était de l'ADN poubelle, parce qu'il n'y avait que 2% qui s'exprimaient, puis le reste, on ne comprenait pas à quoi ça servait. Puis là, récemment, on vient de se rendre compte, on peut modifier et s'adapter en fonction de l'environnement. Et là, une étude a été faite, alors ils ont fait une étude sur des femmes qui ont été violées, d'accord? Et ils sont allés regarder au niveau de l'ADN ce qui se passait. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait une marque à cet endroit-là, que d'autres n'avaient pas. Donc ils ont constaté que le corps de ces femmes-là avait été marqué par cet événement. Mais si vous avez fait un peu de biologie, nos gènes, on les transmet à qui? Ouais. On a constaté que ça pouvait se transmettre jusqu'à 14 générations. Ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas vécu cet événement, mais qui en peut ressentir une émotion, un mal-être, mais il ne comprend pas d'où ça vient. Alors souvent, chez les psys, il y avait l'idée de dire, souvent c'est le non-dit, il y a cette histoire d'histoire familiale transgénérationnelle, souvent ils pensaient que c'était lié au secret, au non-dit, et que c'est transmis de génération en génération. Ben là aujourd'hui, du biologique, on vient de démontrer qu'en fait c'était lié à ça. Et c'est là où on fait le lien avec certains chamans ou certains guérisseurs qui disent il faut nettoyer vos cellules. Alors quand on nous dit ça, on dit mais qu'est-ce qu'il raconte, nettoyer ses cellules? Et bien en fait, aujourd'hui, on se rend compte justement que certaines thérapies liées aux vibrations ou certaines thérapies quantiques justement, aider à supprimer cette marque et à ramener l'ADN à son origine
et faire en sorte à ce que ça ne se transmette plus. Voilà. Donc je vais finir rapidement. Donc nous, on travaille avec cette lampe qui permet justement de vous mettre dans ces états. Donc après, l'idée c'est de travailler avec vous sur savoir qu'est-ce que vous avez envie d'évacuer ou quels sont vos objectifs. Et ça peut aider, en fonction des états, des cas, en fonction des cas, de vous aider à évoluer et à passer un cap. Et en plus, vous bénéficiez des effets de la luminothérapie, puisque c'est de la lumière. Et donc ça peut vous permettre d'améliorer votre humeur. Et ça permet aussi pour certains de recaler leur sommeil aussi. Alors des fois, certains ont des difficultés de sommeil, ça peut aider à vous remettre le sommeil. Voilà. J'espère que ça a été intéressant. Une ascension Alors, je m'appelle Nathalie Fort-Roche. Je suis infirmière libérale depuis 7 ans, mais infirmière depuis que je suis née, parce que depuis l'âge de 4 ans, je sais qu'il faut que je sois infirmière. Auprès de mes patients, j'avais envie de trouver quelque chose qui fasse que je prenne soin d'eux, mais différemment. Alors, j'ai tatouillé dans tous les sens. Et quand on est infirmière, on réfléchit, parce qu'intellectuellement, il ne faut pas être trop bête. Et on est aussi dans le toucher, c'est-à-dire la relation au corps et tout ça. Donc, j'ai cherché quelque chose qui soit analogue, ce qui est logique. Donc, j'ai trouvé la réflexologie plantaire pour le côté manuel et le côté touché de la personne. Et j'ai trouvé l'hypnose pour le côté plus métaphysique, intellectuel. Donc en fait, ces deux spécialités me caractérisent assez bien dans le sens que, comme je suis aussi infirmière, du coup, je reste toujours dans le même tri. Donc, j'ai commencé à faire l'école de réflexologie plantaire, où j'ai rencontré Emma. Donc on a fait toutes les deux notre spécialité. Et puis après, j'ai regardé un peu, j'ai fait une formation d'hypnose humaniste. Si ça vous intéresse, on expliquera la différence entre l'hypnose ericksonienne. Et puis donc l'hypnose ericksonienne, dernièrement, avec des spécialités plutôt poids et tabac. Voilà. En termes de réflexologie plantaire, on est très proche du Reiki, dans le sens que c'est une médecine chinoise un peu qui s'apparenterait à l'acupuncture, dans le sens qu'en fait, on a des points de zone réflexe. Pour expliquer, dans le corps, au niveau du dos, vous avez la moelle épinière, un arc réflexe avec une zone moteur et sensitive. Sans arrêt, les informations remontent au cerveau, elles repartent. Et donc, on va se servir de ça, c'est-à-dire qu'on part du principe que sous la bande plantaire, nous avons 7200 terminaisons nerveuses, qui est énorme par rapport au reste du corps. Et qu'il y a des zones qui correspondent à chaque organe de notre corps. Donc si moi, avec mon doigt, j'appuie sur la zone réflexe qui correspond à un organe, je me sers de la moelle épinière pour aller informer le cerveau d'aller faire ce qu'il faut, tout simplement. Donc c'est une méthode chinoise qui est vieux et ancestrale. Les Égyptiens l'utilisaient. On a retrouvé des planches égyptiennes de pieds avec tous les organes du corps. Donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas inventé la poudre, ça fait longtemps que ça se fait. Et ça permet de dire que l'énergie circule comme le Reiki dans tout le corps. Si à un moment donné, quelque chose fait qu'un organe bloque cette énergie et qu'elle circule mal, tout le reste est déstabilisé. C'est tout bête, mais c'est comme le sang, quand vous avez des plaques de cholestérol qui viennent se mettre, l'artère se rétrécit et le sang passe moins correctement dedans. C'est tout bête, c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose. Donc si, de façon énergétique, il y a plusieurs choses qui bloquent, mais ça peut être des organes émotionnels. On est bien d'accord. Par exemple, si vous avez une grande tristesse, vous pouvez avoir, le poumon correspond à la tristesse. Il est possible que vous développez une pathologie par rapport au poumon. Et donc, vous avez une énergie qui circule moins bien à cet endroit-là. Mais comme tout est lié, puisque c'est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'on part du principe que le corps a une capacité d'autorégulation et de guérison. C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez vous auto-réguler. Donc, si à un endroit ça bloque, c'est comme le périph', hein. Si à un endroit ça bloque, vous ne pouvez plus passer correctement. Ou alors, vous allez pouvoir zigzaguer et ressortir par une branche d'autoroute que vous n'avez pas l'habitude d'aller, mais ça va être beaucoup plus long.
C'est tout simple et c'est tout bête et c'est comme ça que ça marche. Donc, le but du jeu, c'est que préventivement, tout le circuit énergétique soit correctement équilibré. Donc, la réflexologie, c'est plus de la prévention pour que votre corps soit en capacité, parce que nous, on ne fait rien, hein, on remet juste la machine en marche. On n'est pas des magiciens. On permet juste au corps, à un moment donné, de se remettre bien comme il faut et de faire son travail et qu'il ait toutes les possibilités pour le faire, tout simplement. L'objectif de la réflexologie, c'est de détecter les tensions pour libérer en rétablissant la circulation de l'énergie vitale. La réflexologie plantaire harmonise toutes les fonctions vitales du corps et favorise la capacité d'auto-guérison. L'avantage de cette méthode est qu'elle se présente comme une véritable pratique holistique, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand moi vous venez me voir, je ne vais pas parler d'un organe, hein. Je vais faire en sorte que tous les organes soient rétablis. Parce que le but du jeu, c'est que l'énergie circule. Elles complètent efficacement leur action en les dynamisant, en favorisant une récupération de l'état général plus rapide. Et à noter qu'elle peut se pratiquer à tous les âges. Et encore plus les bébés. Comme en plus les terminaisons nerveuses sont toutes neuves, ça marche super bien. Donc les petites choses du style les hoquets, les coliques du nourrisson, les troubles du sommeil, tout ce qui est aussi digestif, parce qu'ils ne sont pas finis au niveau digestif. Le clapping, les bronches. Tout à fait. Donc tout ça, ça marche très très bien parce que eux, c'est bling direct, hein, ça va directement. Voilà. C'est une discipline qui est en plus de la médecine traditionnelle, on est bien d'accord, hein. On va pas, parce que dans les gens ils disent je vais aller voir en réflexologie plantaire et voilà. Non, je suis infirmière avant tout, je veux dire quelqu'un qui est malade et qui doit se soigner, il doit continuer à prendre son traitement. C'est juste en plus pour lui donner le corps à céder au maximum de ses capacités. Je peux juste rajouter quelque chose sur la réflexologie plantaire, c'est qu'en fait on parle de l'homéostasie, c'est-à-dire que le corps a la capacité de reprendre ses fonctions normales. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, quand on active les zones réflexes qui correspondent aux organes et aux glandes du corps, ce qui fait, c'est que les organes vont se remettre à travailler normalement. Donc, la réflexologie plantaire elle est particulièrement efficace dans tout ce qui est maux de dos. Moi, j'ai vu beaucoup des hommes qui sont venus et qui même boitaient ou avaient au niveau du dos étaient complètement courbés et en 2 séances, ils se sont vraiment, alors pour le coup on les trouve très grands après, mais c'est parce qu'ils ont tellement eu mal qu'ils ont adapté des positions qui étaient tellement antalgiques que du coup ils souffraient depuis des années. Et Doliprane ne marchait pas, anti-inflammatoire ne marchait pas, enfin, même morphine hein, pour certains, hein, je veux dire, ça allait très loin. Et rien qu'avec 2 séances de réflexologie, au niveau du dos, vraiment pour le coup, ça a de grandes capacités au niveau de tout ce qui est dos. Ça relâche les tensions nerveuses. Donc moi, j'ai aussi soigné des gens qui étaient dépressifs. Oui. Parce que souvent, dans la dépression nerveuse, on se coupe de son corps. Donc c'est important aussi, par le toucher, de retrouver des sensations de son corps. On est souvent dans l'émotionnel et on n'a pas comme on disait, cet ancrage à la terre. Hein. C'est bien d'avoir retrouvé par le toucher, de retrouver des émotions par le corps. Pour le sommeil, ça marche très très bien aussi pour le sommeil. En contre-indication formelle, c'est premier trimestre de grossesse, là on ne touche pas, parce qu'il faut que l'utérus s'implante bien comme il faut, donc il est hors de question qu'on y touche. Et après, au niveau de la grossesse, c'est très bien aussi, parce que tous les effets secondaires de la grossesse, on peut les traiter. Les nausées, les vomissements, plus tard après, on a toujours envie de faire pipi, enfin, tous ces petits symptômes qui nous gâchent la vie pendant la grossesse, justement, et on peut même aider au niveau de l'accouchement. Parce que quand c'est un jour ou 2 avant, on peut faire en sorte d'activer l'accouchement. Voilà. Bronchite chronique, sinusite, ça marche très très bien aussi. Si vous avez des gens qui ont des bronchites tout le temps, tous les hivers, que c'est permanent, que c'est répétitif, que c'est récurrent, en venant avant, faisant des séances de prévention, je vous assure que ça marche très très bien. Moi, voilà. Je peux vous en parler parce que moi je suis infirmière, je suis très terrienne, hein, je veux dire,
Il faut être pragmatique quand on est infirmière. Donc, les choses qui ne marchent pas, je ne vais pas vous dire qu'ils marchent. Mais ça marche très très bien. Dans tout ce qui est bronchite, tous les gens qui ont des rhumes saisonniers, des choses comme ça, ça marche très très bien. À condition, préventivement, de faire ce qu'il faut. Juste avant la saison qui arrive. Voilà. Voilà pour la réflexologie. Je ne sais pas si vous avez des questions. En période de... Par exemple, si une personne a un cancer du sein, Ouais. vous pouvez pas faire des massages. Enfin, de la réflexologie dentaire. Non, non. C'est déconseillé. Alors, de toute façon, en traitement de chimio, si la personne est en traitement de chimio, c'est après qu'on le fait. D'accord. On traite d'abord, on fait comme il faut. Par contre, on peut soulager les douleurs neurologiques qui sont dues, attention. Et après, on peut soulager les douleurs émotionnelles aussi. Parce que voilà. Hein, le sein, ça a un rapport avec la mère. Hein, voilà. Il y a quelque chose de très maternel là-dedans. Et je pense que de toute façon, il y a à creuser là-dessus. Hein. Enfin, moi, c'est personnel. Hein. Donc, il y a aussi une charge émotionnelle là-dedans. Et rien que pour relâcher les tensions, pour que vous retrouviez le sommeil, que vous soyez plus détendu aussi par rapport à ce que vous vivez. Là, ça va jouer. Après, sur le cancer même du sein, j'ai envie de dire non. Et même si c'est un bon réflexologue, il ne va pas toucher les zones par lesquelles il est opéré, il est traité. Hein. Sinon, ce n'est pas un bon réflexologue. Parce que le risque, c'est qu'en activant ça, vous activez aussi des mauvaises choses. Oui, c'est ça. Donc surtout pas. Mais après, si effectivement il y a une rémission, oui, on peut faire en sorte préventivement que ça ne revienne pas. Attention, c'est une autorégulation et c'est ce que le corps a la capacité de faire. Voilà. C'est important. Mais oui, en termes de tension et de charge émotionnelle, oui. Oui. Le fait d'être détendu, si vous êtes mieux dans votre corps et si vous êtes plus détendu et vous dormez mieux, forcément vous aurez derrière quelque chose qui vous aidera à mieux surmonter. Et souvent le réflexologue, alors pendant la séance on ne parle pas, mais beaucoup de gens nous déchargent parce que c'est un moment où on se retrouve avec soi. Hein. Ne croyez pas que vous êtes à distance parce que du coup vous vous sentez très préservé parce que vous dites oh, c'est bon, il me touche les pieds, tout va bien. Mais ne croyez pas ça parce que ça entraîne énormément, je pense que tu es d'accord avec moi, ça entraîne énormément de vous parce que même j'ai des gens qui pleurent hein, quand je les masse parce que ce qui passe par le toucher, ça vous ravive des trucs. Hein. Et les gens sont même désolés, oh, je suis désolée, je pleure. Non, c'est pas grave, c'est très bien. Il y en a qui vont dormir hein, pendant 1 heure, ils sont hyper désolés parce qu'ils ont ronflé pendant 1 heure. Les hommes, par exemple, ils dorment beaucoup. Ils ronflent beaucoup, ils dorment beaucoup. Ah oui, vous le faites à la main, le massage, c'est pas avec une machine? Non. En fait, il y a plusieurs méthodes. Nous, c'est le Nisegam. C'est une méthode européenne. Il y a les Asiatiques qui les pratiquent, mais ils sont beaucoup plus incisifs. Moi, personnellement, c'est pas mon trip, mais il y a des gens qui recherchent ça. Hein. Ils ont besoin de ce côté. Voilà. Nous, c'est la méthode Nisegam. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est ce qu'on pratique dans les pays européens. Voilà. L'autre est beaucoup plus incisif. Vous le sentez bien passer. Hein. Pour dormir, c'est moins facile. Mais le but du jeu, c'est que la personne, à un moment donné, voilà, je ne veux pas mélanger, je ne veux pas dire qu'une méthode est meilleure qu'une autre. Il y a des gens, très souvent, qui vont avoir une poigne. Moi, j'ai des collègues qui ont des poignes un peu, les garçons ont des poignes un petit peu plus fortes. Ils vont attirer des patients qui ont besoin de ça. Et moi, ils vont attirer des patients autres. Voilà. En fait, notre clientèle correspond un peu à ce que nous sommes, hein, c'est-à-dire en termes de toucher. Et du coup, vous viendrez voir instinctivement ce qu'on appelle la synchronicité. Parfois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais on va être attiré par plus ou moins. Donc l'hypnose. On a beaucoup parlé déjà de ce qui se passait. Hein. Sachez que donc on a un état, on va dire, parallèle entre l'état d'éveil et l'état de veille. Hein. Les scientifiques appellent ça un état modifié de conscience. Ça fait très pompeux, mais c'est juste pour vous dire que on est en permanence en hypnose et on le sait même pas. Donc je pense que je suis là aussi pour vous démystifier de ce que c'est l'hypnose.
parce qu'on voit Mesmer, on voit plein de choses. On a l'impression que waouh, il n'y a plus qu'à appuyer et tout va bien. Non, l'hypnose, c'est pas ça. On fait ça instinctivement, on fait ça naturellement. C'est quelque chose qu'on a en nous depuis toujours et qui est nécessaire parce que notre cerveau, il ne peut pas traiter plus de 7 informations par seconde. Au-delà, il bug parce que ça le saoule et donc c'est l'inconscient qui prend le boulot. Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on a des mécanismes automatiques parce que si on se menait à réfléchir comment on respire, comment on digère, comment on marche, où aller aujourd'hui, ce matin, comment pour conduire sa voiture. Parce que quand vous avez conduit votre voiture, vous vous êtes dit je vais jamais y arriver. Hein. Passer la vitesse en même temps, tenir les mains, regarder le rétro, mettre la voiture, passer... Ouh là là, et en plus surveiller les autres, c'était compliqué. Maintenant vous faites ça par automatisme. Ben, nous c'est pareil. Au bout d'un moment, pour pouvoir apprendre d'autres choses, il faut qu'on ait intégré les choses et tout ça c'est de l'automatisme. Vous ne réfléchissez plus à comment vous mettez vos clés, comment vous passez vos vitesses. Quand vous mettez sur l'autoroute à 130 km/h, vous regardez, vous êtes à 130 km/h, mais tout le reste, vous le faites en automatisme. Donc c'était pour expliquer un petit peu aussi, en attendant que ça vienne, que c'est un petit peu comme le magicien Mesmer. Vous voyez, pendant que vous regardez un truc, hein, ben, y a une autre main qui travaille. Quoi. Alors, il se passe quoi? Comment ça se passe? Il y a une grande salle comme ça. Il y a là une copine qui vient un petit peu regarder ceux qui sont suggestibles. Parce que 70% de la population est suggestible à l'hypnose. Et du coup, ils font des pré-tests avant que vous voyez le grand spectacle. Ils font des pré-tests. Ils en sélectionnent quelques-uns. Et puis alors après, il y a des comédiens au milieu des gens qui sont sélectionnés. Et la personne va encore regarder, la copine regarde encore quels sont dans les pré-tests les plus suggestibles. On est bien d'accord qu'on ne peut pas vous faire des choses que vous n'avez pas envie. En clair, s'ils font les couillons à la télé, c'est parce que inconsciemment, ils ont envie de les faire. Ils ont envie de grimper à l'arbre. Sinon, on ne vous fera pas faire un truc que vous n'avez pas envie de faire. Ça, c'est clair. Okay, et dans l'hypnose de spectacle, comme son nom l'indique, c'est pas thérapeutique. C'est juste voilà, c'est juste pour vous divertir. Donc souvent, c'est parce que c'est ça que je voudrais que si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, n'ayez pas peur de l'hypnose. Parce que l'hypnose, elle est en vous. Vous avez l'habitude de la faire, c'est naturel. C'est quelque chose que vous faites tous les jours sans le savoir. Et vous n'avez pas à avoir peur de l'hypnose. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Ouais. Voilà, je vais vous le passer pour le fun parce qu'il est quand même sympa. Donc non, je ne suis pas comme ça. Pas du tout. Donc non, si vous venez là, vous venez vers moi en pensant que c'est comme ça, non, je vous rassure, je n'ai pas ces pouvoirs. Et c'est ce que je vous disais par rapport, bien entendu, que les hypnotiseurs exploitent vos souvenirs d'enfance en s'adressant à votre inconscient et en vous montrant des choses extraordinaires qui valident vos croyances. On a parlé de la carte du monde, j'aimerais bien revenir là-dessus parce que c'est quand même important. En fonction de vos origines, de votre éducation, de ce que vous avez vécu dans votre vie au niveau émotionnel, dans le pays d'origine que vous avez, dans les croyances religieuses que vous avez, vous êtes tous différents. Et sachez que chaque carte du monde, elle se valent. Il n'y a pas une carte du monde vraie de l'autre. Et c'est ça qu'il faut entendre aussi, il faut se respecter parce que on croit que notre carte du monde, c'est celle des autres, et qu'elle est pareille que les autres. Mais non, chaque carte du monde se valent. Ce qui est important, c'est de pouvoir rentrer dans la carte du monde de l'autre. Et du coup, quand on rentre dans la carte du monde de l'autre, et qu'on se synchronise avec elle, je vous assure que c'est très riche, parce qu'il n'y a pas une seule vérité. Ça, c'est pas possible. Il y a des milliards de vérités. Et ce qui est important aussi pour nous, en tant qu'hypnothérapeute, c'est d'utiliser la carte du monde de l'autre pour pouvoir arriver. Je donne un exemple. Si quelqu'un est religieux, on va utiliser le côté religieux. Pour lui, c'est très important. C'est ancré en lui. S'il croit en Dieu, en une religion, on va utiliser cette croyance parce que lui, ce qui est important, c'est qu'il croit en ça.
Donc, à partir du moment où vous croyez à quelque chose, c'est une vérité. Il faut la respecter. Donc, on va utiliser cette vérité pour permettre à l'autre de s'en sortir. Ce qui ne sera peut-être pas valable à quelqu'un d'autre qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit peut-être humainement en la terre, en la vie, enfin je ne sais pas, qui sera humaniste, mais qui ne sera pas croyant. Voilà, donc c'est pour vous dire que la carte du monde, c'est vraiment, il faut la respecter chacun. Quand on a compris ça, ça va beaucoup mieux avec tout le monde. Il faut savoir que quand une personne monte, imaginez, vous avez 3000 personnes, vous montez sur une scène, vous êtes déjà hypnotisé. Hein. Parce que le type, il est comme ça. Hein. Il sait que déjà, d'emblée, c'est fini. Hein. Il va l'avoir. Hein. Il y a une espèce de... Déjà... vous voyez, il vous a déjà, quoi. Je veux dire, il vous met déjà dans un état où... Oh, putain, qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Non, mais c'est ça aussi, c'est important aussi. C'est une condition particulière aussi. Alors, j'ai donc expliqué que dans notre cerveau, nous avons 2 ordinateurs. Celui qui flotte, là, c'est 20%, c'est notre conscient. C'est celui qui réfléchit, qui rationalise, qui est logique. Mais c'est que 20%. Voilà. Mémoire, ça va en capacité de mémoire, pas terrible. Voilà. Et tout le reste qui est sous l'eau, c'est 80% de notre cerveau et c'est notre inconscient. Et lui, il est là pour notre instinct de survie. C'est lui qui régule la digestion, la respiration, toutes les fonctions vitales. Quand vous avez à partir en courant, toutes les fonctions vitales, c'est lui. Hein. Et il est aussi responsable des croyances et des peurs que vous avez emmagasinées. Mais lui, il est là pour votre bien. C'est-à-dire, si par exemple, enfant, je me suis mis la main sur le feu, je me suis brûlée. J'ai enregistré que quand je me brûle, c'est pas bon pour moi. Donc votre inconscient va enregistrer, chaque fois que je vois le feu, c'est pas bon. Et il va l'enregistrer comme ça. D'accord? Pour le tabac, je donne un truc tout bête. Hein. Quand vous étiez adolescent, vous n'étiez pas sûr de vous, il a enregistré que si je me fais une petite cigarette et que je vais rejoindre le club des super gaillards, là, je vais me sentir un petit peu mieux, là. Et si je commence à fumer, ah super, je suis mieux, je me sens plus assurant, j'ai plus confiance en moi. Moi, mon inconscient, il a dit, chaque fois que je fume, c'est bon pour moi. Vous voyez le mécanisme, comment c'est mis en place? Alors à un moment donné, il faut qu'on aille vers l'inconscient et qu'on lui dise, est-ce que tu as cru que c'était bien? Non. Il est toujours là pour veiller sur nous. C'est comme si c'était quelqu'un qui veillait comme bienveillant sur vous. Il n'est pas là pour... voilà. Sauf que vous, à un moment donné, enfant ou quand vous avez grandi, vous avez enregistré quelque chose qui n'était pas bon. Mais lui, il a cru que c'était bien pour vous. Et donc, systématiquement, il vous le resserre. Ordinateur, capacité de mémoire impressionnante. Lui, il peut en emmagasiner des choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est 80% de notre cerveau. Et c'est dommage parce que ce n'est pas celui qu'on utilise le plus. On n'utilise souvent que le 20%. Donc vous pensez bien que moi, si consciemment j'ai envie d'arrêter de fumer, je sais que c'est pas bon pour moi. Hein. Là, c'est mon conscient qui parle. Hein. Je sais que c'est pas bon pour moi. Je sais que de toute façon, je peux mourir du cancer du poumon et puis d'autres choses, que ça pue, que c'est cher. J'ai envie d'arrêter. Hein. Ah oui, mais c'est mon inconscient qui, quand j'étais adolescent, m'a dit « Ah, mais tu sais, grâce à ça, tu es allé rejoindre le clan des grands. Et grâce à ça, tu t'es mieux senti bien. » Donc, tu as la possibilité de déprogrammer ce programme. Exactement. Qui a été reçu, donc, on va aller dans cette programmation et on va lui dire « Non, non, t'es gouré, c'est pas ça. Ta masse. » Voilà, exactement. Et pour aller dans cet inconscient, il faut se mettre dans une modification de conscience. Que là, je ne peux pas. Il faut quelque chose de particulier qui vous amène dans cette onde-là pour pouvoir travailler. Le poids, c'est pareil. Hein. Le poids et le tabac, c'est toujours pour combler un vide. Hein. Faut pas... le poids a une grosse charge émotionnelle. Donc, il faut chercher l'émotion. Parce que souvent, c'est compulsif, hein, le poids.
Donc voilà, ça a aussi une charge émotionnelle. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, le corps a compris que c'était bien pour moi de grossir. Souvent, parce que c'est bien aussi des fois de donner des exemples parce que c'est plus parlant, et j'ai des gens qui viennent me voir en hypnose, je leur demande, parce que l'inconscient ne comprend que des choses précises, positives, ne doit jamais être négative, donc c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils ciblent. Et souvent ils viennent me voir et ils repartent pour d'autres choses. Parce qu'on fait une séance d'hypnose, ils me rappellent, ils me disent ah ben j'ai dormi cette nuit et c'est pas pour ça. Je reviens, je sais maintenant pourquoi je suis venue vous voir. Donc souvent ça débloque et dans la nuit, parce que l'inconscient travaille beaucoup dans la nuit, les gens reviennent, ils me rappellent en me disant ah ben oui mais j'ai compris, c'était pas ça pour que j'étais venue vous voir, c'est pour autre chose. Donc vous voyez, des fois on a du mal aussi parce qu'on raisonne avec notre conscience. Mais c'est 20%. L'inconscient, lui, c'est exactement ce qui ne va pas. Voilà. Et en même temps, si la charge émotionnelle est trop importante dans l'inconscient, en hypnose, ça ne marchera pas. Parce qu'on ne peut pas vous faire les choses que vous n'avez pas envie de changer. Parce que la première chose quand vous venez me voir, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de changer quelque chose? Sinon, si vous venez pour arrêter de fumer parce que votre mari vous a dit que j'en ai marre, C'est une question de volonté aussi. repartez. C'est un peu plus complexe que C'est ça. pas la mais, peine. ouais. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait une motivation à vouloir du changement. Sinon, ça ne sert à rien l'hypnose. Ça ne marchera pas. Alors voilà, juste pour vous dire. Donc, j'avais oublié quand même que l'interdoué, mais il a un âge mental de 6-7 ans. Hein. Donc, il ne faut pas lui parler comme un adulte de 40 ans, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Il faut s'adapter. Juste pour vous dire, la publicité, c'est l'hypnose. Parce que j'aimerais que vous compreniez que l'hypnose, elle est partout. Ok? Si je vous dis d'aller faire vos courses et qu'avec votre caddie, vous entendez dans le centre commercial, n'hésitez pas à la promotion à 1000 € le litre de J'adore, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'acheter. Hein. Et pourtant, c'est le prix du litre. Hein. Ça, c'est votre conscience. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, les publicitaires? Eux, ils vont aller parler à votre inconscient, hein, à 6-7 ans. Bah oui, parce que si vous êtes toute belle dans un château doré, avec des paillettes, hein, et puis... D'accord? C'est le symbole de la princesse. Eh ben, j'adore, hein. Bah, on va l'acheter, parce qu'on a fait appel à votre inconscient qui a 6-7 ans, quoi. Voilà, ça c'est parlant. Tous les jours, on utilise l'hypnose pour vous faire... Mais chez tout le monde, il a 6-7 ans, l'inconscient? Oui. Vous avez des Je sais pas, il n'y a pas d'études pour le décor. J'ai beaucoup de doutes pour moi. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise des souvenirs d'enfance. Bien sûr, des souvenirs d'enfance. Ben voilà, comme ça on appelle à votre enfance, qui fait que quand vous faites des cauchemars, d'accord? Ben voilà un exemple concret de conscient et d'inconscient. Quand vous faites des cauchemars, vous êtes tranquillement dans votre lit, hein, il ne se passe rien. Hein. Vous êtes bien d'accord? Bon. Vous dormez, vous faites un cauchemar. Imaginez qu'il y a un ours qui vous attaque, vous courez comme un malade, vous vous réveillez parce que votre conscient, c'était insupportable. Vous vous réveillez parce que votre conscient dit non, c'est bon, on est en danger là. Et votre rythme cardiaque, il va comme la chamade, vous êtes dans tous vos états comme ça, alors vous êtes tranquillement dans votre lit. Hein. Non? Vous êtes en hypnose. Tout simplement. Donc un livre, c'est pareil, vous êtes en état d'hypnose, vous lisez un livre, vous êtes le héros du livre, vous êtes tranquillement chez vous, il ne se passe rien, hein. Mais quand vous lisez le livre, vous êtes complètement imbibé dedans. Quoi. Et surtout quand on arrive en bas de la page et qu'on avait la confiance ailleurs, quand on lit une histoire. C'est ça, le temps s'arrête. Vous avez ce côté aussi intemporalité qui est très important. Souvent mes patients me disent oh là là, j'ai pas vu passer le temps, dis donc. Comme si la montre s'était arrêtée. Bah oui, c'est intemporel. Hein. Quand vous êtes en hypnose, il n'y a plus de notion de temps. Hein. D'ailleurs, le temps a été inventé pour nous, hein. Ça n'existe pas. Cet état particulier, ça s'appelle l'état de flow. Vous êtes dans un état particulier où vous êtes fusionné avec ce que vous faites. Et vous n'avez plus la notion de temps. C'est un état, j'allais dire... Formidable. Formidable. C'est pour ça que n'ayez pas peur de vieillir, le temps n'existe pas. Donc les films, c'est pareil, vous êtes assis dans votre fauteuil tranquillou et tout ça, vous vivez le film comme un homme de 6 ans. Hein. Désolé, hein, vous êtes en hypnose. Hein,
Vous vivez le film. Vous ressentez le film. Quand vous pleurez parce qu'il y en a un qui part ou qui est mort, ou qui... vous êtes dans votre fauteuil, il ne se passe rien. Mais vous vivez l'émotion comme si c'était vous. Vous êtes en hypnose. Quand vous regardez un film, vous êtes en hypnose. Donc c'est quelque chose que vous faites tous les jours sans le savoir. Parce que le cerveau ne distingue pas la réalité exactement. Par rapport à la fiction. Exactement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on balance des informations sur, je sais pas, du terrorisme et tout ce qui vraiment atteint vraiment profondément, c'est comme si on a vécu à l'instant ce qu'on est en train de... Donc, d'où l'importance de choisir correctement ces connexions. Il n'y a pas de... On n'est pas obligé. C'est important de penser que quand vous générez une pensée, elle n'existe pas. Vous la générez. Ça, c'est important de vous dire ça. C'est-à-dire que le seul temps présent dans lequel on peut dire qu'on y est, c'est maintenant. Celui d'avant, celui d'après. Mais vous générez une pensée. Par exemple, si c'est quelque chose d'angoissant, vous générez une pensée angoissante qui n'est pas encore arrivée et qui n'arrivera probablement pas. Vous imaginez à quel point on est tordu. Hein. Donc on va être angoissé d'un truc qui va certainement pas arriver, mais en plus... on l'anticipe. On l'anticipe. Voilà. Donc c'est important aussi de se dire tout ça. La route. Ouais. La route, pareil. La route, 9 informations par seconde, suivi que vous ouvrez votre moteur, ou vous passez une vitesse, vous écoutez la radio, il bug. Hein. Vous êtes en inconscient. Donc ça nous est tous arrivé d'aller d'un point A et un point B en se disant merde, je suis déjà là. Ça nous est tous arrivé. Vous étiez en hypnose. Hein. C'est l'inconscient qui a géré. Hein. Ici, entre-temps, pendant la route, il y avait eu un obstacle. C'est votre conscience qui sera revenue. Hein. Et vous aurez été réactive. Mais sachez que, d'ailleurs, on met les radars dans les portions bien droites parce qu'on sait qu'on est en hypnose. Donc, je finis pour dire que en hypnose, il faut quand même de la motivation. Parce que moi, je dis à mes patients que toutes les ressources sont à l'intérieur d'eux. C'est pas moi qui ai les clés. Moi, je ne fais que faire monter la personne au point culminant dans lequel va faire le travail. Voilà. Tout est en nous. C'est juste qu'on va ouvrir l'inconscient pour qu'il puisse trouver les ressources nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Moi, je suis là juste pour les guider. Donc l'hypnose, ça peut servir pour la cigarette, pour arrêter de fumer, ça peut servir pour le poids. Souvent je l'associe à d'autres choses parce que voilà, le poids, il y a une charge émotionnelle avec, donc il faut essayer de comprendre un petit peu. Potentialiser aussi un entretien. Ça c'est très bien aussi, juste avant, parce que ça donne, voilà. On futurise sur l'entretien, on potentialise toutes les ressources nécessaires de la personne. Ça permet de faire passer le truc bien comme il faut pour quelqu'un qui est préparation des examens, des choses comme ça. Et le deuil. Parce que il n'y a pas que le deuil de quelqu'un qu'on a perdu, il y a aussi le deuil d'une séparation. Il y a le deuil d'une expérience professionnelle. C'est vrai qu'il y a des gens qui, des gens qui ont changé de travail et qui le vivent très mal. Donc autour du deuil aussi, j'interviens. Voilà. Il y a plein de solutions, en douleur, il y a plein de solutions. Moi, je m'en sers beaucoup dans ma pratique parce qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent les piqûres, les choses comme ça. C'est tout simple quand on a compris que quand on fait partir le cerveau ailleurs, on n'a plus mal. C'est tout bête. Il suffit juste de l'emmener dans quelque chose qu'il aime bien. Ça dure 5 minutes. Je perds beaucoup moins de temps, je vous assure, hein, parce que les gens sont là, tendus comme... Voilà, il suffit juste d'aller faire partir le cerveau ailleurs et c'est... Ah, ça y est? Ah bah oui, ça y est. Voilà. Donc, ouais, c'est bien l'hypnose. Voilà. Merci.